Bonjour à tous, vous savez quoi? Oui, la saison de Formule 1 a bien redémarré. Nous sommes bien en 2017, le premier Grand Prix de la saison a eu lieu, le Grand Prix d'Australie. Et nous allons en parler dans ce débriefing F1 en compagnie bien évidemment de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Vert, rouge, Oui, vert. sauf que moi c'est un peu raccord avec l'actualité. J'ai noté cet opportunisme, mais bon, Voilà. c'est pas grave. Car je l'ai fait un petit peu exprès, je l'avoue, de mettre cette chemise rouge parce que, bien sûr, vous le savez, Sébastien Vettel a donc gagné ce premier Grand Prix de la saison pour Absolument. Ferrari. Donc, nous allons en Il y parler a de quoi. longuement. Oui. Voilà. Malgré tout, je te propose peut-être de retourner légèrement 48 heures en avance et de dérouler les faits qui ont eu lieu pour ce premier Grand Prix de l'année par rapport à tout ce Pas de qu'on a problème, connu pour bien dans le week-end. expliquer. Voilà. Je te propose en fait de commencer par les essais. Avec une pole certes de Lewis Hamilton, mais moi je m'attendais à mieux au niveau rythme et au niveau donc de gain par rapport au temps annoncé, les 4-5 secondes peut-être par rapport au circuit. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Effectivement, c'est vrai que ça dépend un petit peu des circuits. Je crois que les pilotes et les ingénieurs et les techniciens ont besoin d'exploiter cette possibilité pneumatique, puisqu'on sait que c'est vraiment les pneumatiques et l'aéro, bien sûr. Et puis rappelons que le circuit de l'Albert Park est un circuit qui n'est pas permanent. C'est un circuit sur lequel l'adhérence est précaire lors des premières journées, le vendredi. C'est un circuit qui est relativement étroit. Donc effectivement, on n'a pas vu la pleine mesure. Je pense qu'en Chine, à Shanghai, un circuit, on va dire, plus moderne dans sa conception, beaucoup plus large, etc., avec de longues lignes droites, on devrait normalement améliorer la performance dans des proportions plus importantes. Voilà ma réponse à ta première question. C'est une constatation que Jean Todt lui-même, le président de la FIA, a fait et a exprimé publiquement. Il a aussi dit que l'écart entre vraiment les premières positions et le reste était trop important selon lui. Qu'est-ce que tu en as pensé aussi? Écoute, c'est toujours trop important, ça, on peut toujours le critiquer. Maintenant, ça ne l'est pas plus que ça ne l'était. En plus, on rappelle qu'il n'y a que 20, malheureusement, 20 Formule 1 et plus 22, et que l'écurie qui ferme la marche maintenant, c'est Sauber, ça n'est plus Manor. Donc on peut malheureusement supposer que si Manor avait été là, cet écart aurait encore été plus important. Mais non, ça ne me paraît pas dramatique. Qu'il y ait 3 secondes et demie, 4 secondes entre les hommes les plus rapides et ceux qui le sont le moins, en plus, après un changement de réglementation aussi radical. Non, il n'y a rien de scandaleux et je pense que cet écart, logiquement, va se réduire. Pourquoi? Ça dépendra des circuits et du temps autour, bien sûr, mais parce que les grosses équipes, Mercedes, Ferrari et Red Bull, pour ne pas les nommer, ont eu la capacité de simuler beaucoup mieux que Sauber et les petites équipes qui ont moins de moyens, donc c'est la logique. Bon. Autre info qu'on a appris dans la journée de samedi, Verlaine déclare forfait. Bon, là c'est au passage quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un peu surprenant tout de même. C'est un peu une spirale infernale dans le mauvais sens. C'est-à-dire que Pascal Verlaine, on sait que c'est un garçon sûr de son talent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, je pense que le faux pas qu'il a commis lors de cette course des champions à Miami au mois de janvier a de lourdes conséquences. Déjà, le fait de ne pas le voir rouler effectivement lors de la première séance et les 4 jours quand même à Barcelone, c'est une lourde pénalité. Et là, le fait de rater le premier Grand Prix, en plus avec un Antonio Giovinazzi qui a profité de l'opportunité pour se mettre en évidence parce que c'est un garçon talentueux, moi je pense que ça tourne un petit peu vilain. Et je pense que là, effectivement, il doit ressentir des douleurs, c'est au niveau des vertèbres cervicales, ça peut avoir des conséquences importantes et si les médecins l'ont interdit de rouler, va savoir s'il sera là dans 2 semaines, moins de 2 semaines aujourd'hui en Chine. Donc je pense que là, il a fait une grosse bêtise, disons-le tout net, qui aurait pu être grave d'ailleurs, cette sortie qui était vraiment, alors que on sait que c'est un jeu, la Rock, c'est vraiment, tout le monde est là pour s'amuser. En plus, il avait un passager avec lui, enfin, pas revenir là-dessus, mais ça commence à peser lourd sur cette saison de Formule 1 pour lui. Voilà. Bon. Alors, dernier fait avant la course, Ricciardo qui s'arrête dans les tours de mise en grille devant son public. Moi, j'avoue qu'effectivement, ça m'a vraiment fait très mal au cœur. Et c'est vrai que c'est un peu le symbole d'un week-end de Red Bull. Là aussi, allons-y directement en demi-teinte, franchement. Alors, si tu veux bien, là, c'est moi qui vais revenir en arrière sur les qualifs. Parce que justement, il s'était tellement chargé émotionnellement, Daniel Ricciardo. On rappelle qu'un pilote australien n'a jamais remporté son Grand Prix national. Jamais, depuis depuis que le Grand Prix d'Australie existe. Ça fait quand même plus de 30 ans. Oui. Donc là, effectivement, il y avait de la frustration, il y avait de l'envie, il y avait du potentiel. Et malheureusement, dans ce tour de qualif, il commet une erreur en Q3. Il sort et peut-être tout le reste est la conséquence de ça. C'est mon avis. C'est-à-dire qu'on a beau reconstruire la voiture, on change la boîte. D'ailleurs, ça lui vaut. Il est 10e de fait, il se retrouve 15e. Et puis, avec ce problème dont tu parles dans le tour de formation, dont on ignore l'origine, qui le pénalise lourdement, il a une demi-chance. C'est que
Finalement, le départ est avorté pour des raisons de feu, enfin qui ne fonctionnent pas, donc il a un peu plus de temps, mais il part avec 2 tours de retard. Et puis là, on sait qu'il part pour une galère, quoi. Il part au mieux pour une séance d'essai, grandeur réelle, sur les 56 oui, tours. Tu sais que ça s'arrête au bout de 25 tours, hein. Voilà. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Donc vraiment un week-end à oublier, effectivement, Ricardo. Oui. Bon, allez, on en arrive donc la nouvelle la plus importante, bien sûr, la victoire de Vettel. Alors, comment tu juges cette victoire? Parce qu'effectivement, les questions, tu les devines. Est-ce que c'est une victoire parce que Ferrari est plus fort que Mercedes? Est-ce que c'est une défaite de Mercedes, notamment stratégiquement parlant? Voilà, il y a pas mal de choses à dire. Je t'écoute. On pensait que probablement le rendement des Ferrari, c'est souvent le cas en course, serait meilleur que proportionnellement aux essais. Ouais. Donc on en a eu la preuve, grâce quand même à un Lewis Hamilton qui avait à cœur, là vraiment, cette pole, la 62e de sa carrière, la 5e de rang, de mémoire la 6e en Australie, c'est énorme. Bon, c'est un racer, ce Lewis Hamilton. Quand il sort le grand jeu, comme ça, je ne vais pas dire qu'il est irrésistible, mais il est très difficile à battre, la preuve. Donc il la voulait pour marquer son territoire, l'arrivée de Valtteri Bottas, il voulait dire, attends, le patron ici, c'est moi, même si je n'ai pas été champion du monde l'an dernier, je l'ai déjà été à 2 reprises précédemment. Bon, le cador, c'est moi, je suis le pilote numéro 1, toi t'es gentil, mais tu restes derrière. Là-dessus, évidemment, Sébastien Vettel enregistre donc ce deuxième temps, formidable, pour quelques millièmes. Hein. Quelques millièmes. Oui, mais c'est ce qu'on voulait à la rigueur. C'est ce qu'on voulait. Première ligne, Mercedes, génial. Ferrari, parfait. Oui, on avait le mix et on avait justement le scénario écrit avec les Mercedes et les Ferrari intercalés les unes avec les autres. On se dit, bon voilà, ils sont là et ils sont bien là. Et d'ailleurs, ça nous donnait une réponse, si vous avez vu notre pré-débriefing en début de saison, bien on disait, est-ce que Ferrari va confirmer les conditions de course? Oui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Oui, les Ferrari sont du niveau de performance ou presque. Et oui, les Ferrari en course, puisque c'était ta question, eh bien, dès le départ, on comprend que Lewis Hamilton n'est pas en mesure de partir. Il creuse un écart de 2 secondes maximum en une quinzaine de tours. Ça veut dire que Vettel est parfaitement à même de suivre. Et Vettel, on l'a bien compris, gère son capital de pneumatique. On est parti en ultra soft, naturellement. Et on se dit, ah tiens, et on a quelques prévisions, quelques indications comme quoi il faudrait changer autour de 16, 17, 18 tours. Et paf, au 17e tour. Et là, je pense que la raison, avec un tout petit peu de recul aussi, c'est que c'est le moment où Lewis va rejoindre les attardés, les pilotes les moins rapides. On se dit, chez Mercedes, il n'est pas capable de creuser l'écart, donc de mettre des pilotes moins rapides entre lui et Vettel. Arrêtons-le maintenant, puisqu'on sait qu'il n'y aura qu'un arrêt. Montons les softs et on va l'emmener au bout. Il y a une quarantaine de tours à faire. Sauf que dans l'intervalle, chez Ferrari, on réagit instantanément et on se dit, OK, on craignait, ils l'ont dit d'ailleurs après, on va les croire, Toto Wolff a dit, nous craignions l'undercut. C'est-à-dire, on craignait à l'inverse que Ferrari... S'il avait fallu pressentir quelque chose, on aurait tous dit, c'est Vettel qui va s'arrêter le premier pour l'undercut. Et là, ce que j'adore, moi, dans ces histoires de stratégie, c'est que ça peut se retourner contre celui qui croit être le plus malin. En l'occurrence, chez Mercedes, on se dit, bon, il va arriver dans les pilotes attardés, il va perdre un petit peu de temps à les dépasser de toute manière. Et si jamais Ferrari nous fait le coup, lui, avant de rentrer dans les pilotes attardés, il va jouer l'undercut. L'undercut, on rappelle, c'est le fait d'avancer un arrêt au stand de manière à couper l'herbe sous le pied de celui qui, justement, est devant et le dépasser dans les stands. Et là, c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que, justement, Lewis Hamilton repart derrière Max Verstappen. On connaît la rugosité dans le bon sens du terme et la combativité du pilote hollandais. Eh bien, Lewis Hamilton se trouve en difficulté pour prendre l'avantage sur Max Verstappen, qui joue sa course. Il n'y a rien à dire là non plus. Et il n'y a pas de manœuvre illogique. Non. Et puis, on connaît le caractère du garçon. Puis, je ne vois pas pourquoi il se coucherait, il laisserait passer Hamilton. Lui, il joue sa course au mieux. Et dans l'intervalle, eh bien, là, Vettel fait des tours formidables. Là, on lui dit chez Ferrari, vas-y, c'est le moment de donner. Lui, il parvient à creuser un écart suffisant, puisqu'on sait que la bascule, elle est autour de 22 secondes à un poil près, et ça permet d'arrêter la Ferrari, un arrêt impeccable, et il repart devant. Et là, on peut dire, non pas la course est jouée, parce qu'il faut encore faire le boulot, mais en tout cas, la manœuvre à 6 tours près, 17e tour, l'arrêt de Hamilton, 23e tour, l'arrêt de Vettel, magnifique manœuvre, et puis évidemment, encore une fois, on ne prend pas parti, je ne suis pas en rouge, mais on est ravis de voir Ferrari débuter la saison de cette manière-là. Première victoire depuis Singapour, ça fait 18 mois. 2015, oui, c'est génial. Oui, tout à fait. Bon, alors, donc une sorte d'undercut à rebours, hein, vous l'avez compris. Oui, mais Jean-Luc, je réitère ma question. C'est une victoire de Ferrari ou c'est une défaite de Mercedes?
C'est une erreur de Mercedes ou pas C'est les deux, mon général. Bon. C'est-à-dire que d'abord, c'est une victoire de Ferrari. Il ne faut pas enlever au vainqueur l'ingéniosité, le talent, l'attaque de Vettel, l'équilibre de la Ferrari. Tout ça, c'est du positif. Ça veut dire que Ferrari est capable cette année de contester le titre de champion du monde, pilote et constructeur à Mercedes. C'est génial. Et puis, quoi qu'en disent encore une fois les déclarations des uns ou des autres chez Mercedes, bah, c'est quand même une petite erreur de Mercedes. Alors, allez, évidemment, à contrario, on a tous raison. Hein. Sur le moment, peut-être fallait-il faire ça. Parce que justement, Mercedes, pour parer l'undercut de Ferrari. Mais bon, on s'est retrouvé pris dans la nasse parce que, là aussi, à 1 ou 2 secondes près, on s'est retrouvé derrière Max Verstappen. Voilà. Bon, Toto Wolff, il l'avait compris tout de suite. Hein. Oui. Tu as bien vu, Oui. je frappe du point Oui, 2 fois. Il a compris. Il a compris qu'effectivement, à la régulière, c'est ça que ça veut dire, non, Vettel était devant. Absolument. Et Ouais. donc, on le doit d'abord au niveau de performance en course de la Ferrari Ouais, et de tout à Vettel. fait. Vettel, il n'a pas perdu son talent, même Non. si l'an dernier, il a mangé son pain noir ou rouge, si tu préfères. Mais là, bah, on est ravis que ça démarre comme ça. Je veux dire, là, pour le suspense, personne va nous dire, ouais, la Formule 1, c'est toujours pareil. Eh ben non, c'est pas toujours pareil. Tiens, au passage, Lewis Hamilton, il est plus content quand Vettel gagne que quand c'est Rosberg. Hein, tu as C'est vu marrant, hein, à quoi ça tient? Bah, le quoi. premier adversaire d'un pilote, c'est toujours son équipier. Voilà. Donc évidemment, et puis c'est vrai que l'histoire est belle. Enfin, on va être clair, même pour tout le monde. Ferrari revient aux affaires, l'écurie mythique pour toutes les raisons qu'on connaît. Ferrari capable de contester la suprématie de Mercedes depuis 3 ans. Bah, c'est formidable. Voilà, pour l'intérêt de la Formule 1, je crois que tout le monde peut se réjouir de ça. Tout à fait. Bon, allez, on passe en revue les autres Oui. pilotes du tableau d'honneur. Bon, ben moi, je mets Bottas quand même. Parce que est-ce qu'on aurait dit que Bottas allait terminer sur les talons d'Hamilton au point même de peut-être à un moment donné envisager qu'il puisse aller le menacer en fin de course? Hein? Oui, on l'aurait dit. Ben oui, oui. on l'aurait dit, je me permets, parce que on connaît tout le talent de Valtteri Bottas. C'est un garçon qui ne fait pas de vagues. Alors, c'est l'antithèse de Lewis Hamilton. Hein. Les deux hommes dans la même équipe, c'est la discrétion même. Lui, il s'est marié. Enfin, on a vu quelques photos. C'est un garçon rangé. C'est même pas un Raiko. Apparemment, il pète pas les câbles le soir en allant faire la fête sans en parler. Bon, c'est un garçon bien, on va dire, dans le bon sens du terme. Hein. On va pas le critiquer, surtout pas, au contraire. C'est un garçon normal. Mais alors, quand il est au volant, il donne tout. On connaît le talent depuis longtemps. Il n'avait pas la machine chez Williams pour briller, mais on savait, Adrien Tambay qui commente maintenant avec moi donc sur RMC le connaît très bien, il a partagé des équipes avec Valtteri Bottas, il m'a toujours dit attention, Valtteri Bottas c'est un vrai talent, il n'a pas eu le matériel pour briller en F1 et là il l'a, et là il fait un Grand Prix impeccable, 0 faute, vraiment 0 faute. Il est un petit ton en dessous, mais en fin de course, il revient sur les talons de Lewis Hamilton. Et là, on se demande même ce qui va se passer à 4-5 tours de l'arrivée. On se dit, est-ce qu'on va le laisser passer pour aller chercher Vettel ou pas? Bon, finalement, les choses s'arrangent comme ça. En tout cas, il fait un petit peu la tronche quand même sur le podium. Lui, il sourit pas. Bottas, il espérait mieux. Ça veut dire que, attention, Lewis est prévenu, il a un vrai adversaire dans le même poulailler que le sien. Là, il va y avoir les 2 coqs dans le poulailler. Qui termine qu'une seconde 3 derrière lui en course. Et je peux te dire que la déstabilisation psychologique qui est en route, même avant avec Papa Hamilton qui dit attention, Lewis, il a détruit tous ses équipiers, bah avec Bottas, il peut tomber sur un bloc de glace. Ça va pas être pareil. Bon, hein, on retient ce qu'a dit Jean-Luc aujourd'hui. Il y a 4 équipes où il y a eu des destins vraiment contraires pour les pilotes. Bon, Red Bull, on en a parlé. Ricciardo, bon, on oublie. Verstappen, bon, 5e, solitaire, mais bon, c'est un peu loin quand même. Hein. C'est un peu en dedans. Oui. C'est un peu en dedans. Manifestement, on n'a pas réussi à trouver l'équilibre. On le confesse d'ailleurs. On n'a pas vu Verstappen aussi brillant que d'habitude. Il fait une course presque sage, je dis, à part évidemment la défense par rapport à Lewis Hamilton. Mais il fait avec ce qu'il a. On n'a pas trouvé le moyen chez Red Bull, Renault, d'exploiter le matériel aussi bien que l'ont fait les autres. Je pense qu'on n'est pas loin. Honnêtement, je pense qu'en Chine, là aussi, on devrait voir, grâce à Ricciardo et Verstappen qui vont se pousser, les deux, ils devraient être plus proches. De mon point de vue, sur un circuit plus traditionnel. Voilà, c'est mon espoir et c'est ce que je pense. Voilà. Alors, je continue dans ma série, là, des équipes où il y a eu un déséquilibre. Williams, Massa, solide. Futur retraité, il le sera bien un jour. Solide, hein, c'est le terme que j'ai envie d'employer. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était Et Stroll, on pouvait aussi peut-être se douter que pour un premier Grand Prix, ça allait être un petit peu brouillon. Je ne sais pas comment dire là aussi, mais... Écoute, j'ai appris ce week-end qu'il y avait un site redoutable qui comptait l'intervalle entre les sorties de Pastor Maldonado à l'époque, entre les 2 crashs de Maldonado, pour savoir combien de jours ça mettait. Maintenant, il a été transformé, puis il paraît qu'il a disparu.
C'était sur Lance Stroll pour Ah oui. savoir si Lance Stroll, oui ou non. Bon, c'est un peu méchant. Il a 18 ans, ce garçon. Il faut lui laisser du temps. Là, je crois qu'on peut lui taper sur la tête en disant bah, c'est un gamin, hein, il démarre en Formule 1 et il ne faut pas lui reprocher toute sa vie d'être un fils de milliardaire. Tant mieux pour lui. Maintenant, à lui de démontrer son talent. Là, c'est vrai que, et même pour Williams, ça ne peut pas durer très longtemps. Comme ça, mais accrocher des voitures dans les rails à toutes les occasions, c'est un peu beaucoup. Donc là, il va falloir qu'il se. Bon, ok, c'est un pur sang. Maintenant, il faut qu'il apprenne. Donc pour ça, il faut rouler. Bon. Renault, Hülkenberg, très bien, solide, même si, hélas, s'il ne termine pas dans les points, c'est vrai que là, on sera déçu. Et plus difficile pour Palmer dans ce week-end, premier week-end de l'année. Ben, écoute, on a presque l'impression que les problèmes se sont, dans un premier temps, en tout cas, focalisés sur certains pilotes et pas sur les autres. Ça a été le cas, tu l'évoques chez Renault, Julian Palmer, il a tout pris, il a fait une erreur, lui aussi, il est sorti de la piste, mais bon, comme Ricciardo. Donc, il y a eu ça. Chez Haas, ça a été la même chose. Alors, j'allais t'en parler après, Voilà. c'est la quatrième équipe où il y a Grosjean, très bien, et puis Magnussen, voilà. pas terrible Donc du tout. on a un peu l'impression, mais c'est un hasard, hein, Oui, je oui. pense que le malheur, entre guillemets, les problèmes se sont focalisés sur un pilote et l'autre étant épargné, au moins dans un premier temps, puisqu'on va parler de Grosjean et ça lui est tombé dessus. Donc voilà, il y a un peu de ça. Alors chez Renault, puisque c'était ta question, chez Renault, le niveau de performance, j'ai eu Alain Prost hier longuement, je l'ai interviewé pour RMC. Donc Alain qui a maintenant un rôle, non pas opérationnel, il y tient, mais un rôle de conseil qui est beaucoup plus impliqué dans l'écurie de Formule 1 et c'est très bien pour tout le monde, pour Renault. Lui, il dit... On a démontré un niveau de performance satisfaisant, mais c'est vrai qu'en essai, on les a vus même 5-6e parfois. Hülkenberg est un garçon solide. Là aussi, bon, le meilleur est certainement à venir. On vaut mieux que cette 11e place à 1 seconde du point de la 10e. Donc on est un peu mieux que ça, on est dans les points normalement. Et puis il faut que Palmer s'y mette un petit peu aussi. Voilà. Et donc Magnussen, il faudra aussi qu'il s'y mette chez Haas, parce que outre les soucis, je suis désolé, moi il est responsable de la sortie avec Ericsson du contact. Et puis c'est vrai qu'il ne brillait pas. Là où Romain nous a encore fait des qualifs superbes. Hélas, pas récompensé en course. Alors, double question. Première, Magnussen, puisque tu parles de là, Magnussen un peu en dedans, là, un peu court jeune homme, effectivement, puis une belle erreur en début de course qui coûte cher. Donc, moyen. Magnussen, sur ce Grand Prix-là, très moyen. Moi, j'en attendais beaucoup mieux que ça, a priori. Donc là, il va falloir qu'il se reprenne, là aussi. Bon, peut-être la pression après les essais, les problèmes qu'il a connus aux essais, je comprends très bien. Mais il ne faut pas rattraper le temps, il ne faut pas chercher à le rattraper. Et il le sait maintenant, c'est plus un tout jeune pilote. Quant à Romain, carton plein. Lui, il n'a rien à se reprocher. Il fait le 6e temps en qualif, ce qui est absolument génial. On ne pouvait pas l'attendre à ce niveau-là, honnêtement. Donc on se dit, génial, ça va démarrer comme l'an dernier. En course, bien. Et bon, il perd une place, mais il est 7e, solide. Normalement, il termine dans les points, il n'y a pas de souci. Et puis, apparemment, c'est le moteur. Là, pour le coup, quand on voit beaucoup de fumée blanche comme ça qui sort du capot moteur, on n'a pas l'expertise, mais ça ressemble un peu à ça. Un vrai moteur, cette fois. Comme je disais en rigolant, à l'époque, chez Ferrari, quand il y avait un problème comme ça, on disait, c'est un petit problème électrique. Là, je pense que là, le berlingue, il a pris un coup. Alors, est-ce que c'est grave au point où déjà il a cramé un moteur, ce qui serait très ennuyeux après le premier Grand Prix? Alors, il nous reste 3 équipes à parler. On passe tout le monde en revue aujourd'hui. Il est un peu long ce débriefing F1, mais on ne va pas s'en plaindre. Alors, belle performance d'ensemble pour 2 équipes au moins, ça c'est sûr. C'est Toro Rosso et Force India. Et Force India, ça nous fait plaisir. Esteban Ocon, ça y est, marque son premier point officiel. Voilà. Allez, je rebondis là-dessus. Écoute, oui, ça fait plaisir parce que Esteban, 0 faute. Jusque-là, 0 faute. Il a terminé tous les Grands Prix avec Manor l'an dernier. Il apprend. Et moi-même, je le disais, c'était pas du tout un reproche. Je disais, allez, un petit exploit. Ça y est, il l'a fait, ce petit exploit, ou ce bel exploit. Parce que là, effectivement, la Force India rose. Bon, la panthère rose, là, on en pense qu'on en veut. Bon, au moins, on les remarque. C'est ça. Donc, voilà. On rappelle quand même que Pérez, 7e, solide. Une belle référence, le pilote mexicain, là, qui est vraiment... c'est une belle référence pour Esteban. L'idée d'Esteban, ça va être d'être avec ou peut-être devant Pérez un jour. Et là, une belle bataille à 3, en plus, qui a duré tout le Grand Prix avec Fernando Alonso, qui se bat avec ce qu'il a, avec un super châssis McLaren et un mauvais moteur Honda. Et puis là, on a les 3 voitures de face, parce qu'il est pressé par Nico Hülkenberg. Il fait un dépassement superbe, le dépassement du Grand Prix, qui lui donne le point de la 10e place. Génial, carton plein, bravo Esteban, c'est un vrai bonheur. On en attend d'autres, et on attend même un poil mieux. Allez. Tout à fait. Non, ça en tout cas, fallait le dire. Sainz et Kvyat, qui pour Toro Rosso se classent tous les 2 dans les points. Alors, bien sûr, c'est peut-être un peu loin, mais le fait est qu'ils sont là. Écoute, le principal, c'est de prendre les points. Ça veut dire qu'au classement général provisoire du championnat du monde, là aussi, entre Force India et Toro Rosso, on se positionne. Elles sont jolies, ces Toro Rosso, une nouvelle fois, jolie couleur, joli design. Écoute, ça fait plaisir. On connaît le talent des deux, parce que là, pour le coup, Kvyat, vraiment, il s'est montré. Ça y est, on a retrouvé Daniil Kvyat, le bon, le vrai. Pas celui de la saison 2016, celui de la saison 2015. Et donc, ça ne peut faire que plaisir, là aussi. Bon, même si
et on le sait bien, il était un peu à la lutte pour se baquer avec Pierre Gasly. On aurait bien aimé voir Pierre, mais bon, ça y est, il est là, Daniel Kvyat, et il va pousser également Carlos Sainz en avant. C'est important. Voilà. Pierre Gasly, effectivement, il a peut-être eu un petit serrement au cœur lorsqu'il voit Antonio Giovinazzi qui débute pour Sauber, alors qu'il a été que vice-champion et qu'il l'a donc battu. Bien sûr. Bon, il y a peut-être un côté un peu de nationalité de réseau, hein, on a tous compris, qui joue. Bon, si Giovinazzi est arrivé, Pierre y arrivera aussi. Mais hein, c'est ce oui, qu'on va il penser, va y arriver, bien sûr. Pierre. Voilà, Là, ouais. il faut qu'il remporte, qu'il fasse comme Stoffel Van Dorn, qu'il aille chercher une victoire là-bas au Japon, et il n'y a pas de doute, il va l'avoir, et puis il va revenir auréolé d'un prestige. Et puis, on ne sait jamais en Formule 1, malheureusement, sans souhaiter de malheur à personne, il peut y avoir une opportunité qui se présente à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, dernière question justement, Jean-Luc, le Japon, Van Dorn, tout ça, c'est McLaren. Alors écoute, après tout, Alonso, c'était bien. C'était pas mal. Il a été longtemps dans les points. Ça, on l'aurait jamais parié forcément après les calamiteuses séances d'essai de Barcelone. Tu sais ce qu'il a dit, Fernando, ça fait plusieurs fois qu'il nous le fait. Hein, il a dit, c'est la meilleure course de ma carrière. Oui. Quand tu penses, un double champion du monde de Formule 1 qui a connu les plus grandes équipes, et notamment, là aussi, McLaren à la grande époque, Ferrari évidemment, qui a remporté des victoires. Là, il nous dit, alors qu'il était en lutte pour la 10e position, c'est la meilleure course de ma carrière. Alors, on va le croire. Oui, mais c'est ça, oui, comment interpréter ça? Je me suis demandé s'il n'y avait pas de l'ironie ou un troisième degré. Je ne crois pas. Moi, Non. je crois qu'il donne tout. Vraiment, il donne tout, et ça, Esteban Ocon peut en juger, puisqu'il l'a suivi, avec un châssis donc, qui est très correct, nous l'avons dit, mais un moteur qui s'époumonne. Là, vraiment, là, malheureusement, je ne veux pas en rajouter, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour Honda, pour la marque, pour les ingénieurs, pour tout ce qu'ils font. Mais là, ils sont complètement à côté de la plaque, là c'est manifeste, et là, ça devient... Il y a un handicap de puissance qui est dramatique, un handicap de vitesse de pointe qui est effroyable, donc malgré tout le talent d'Alonso, on va dire que McLaren est au fond du trou, là, véritablement, mais au fond du trou. Et là, c'est une angoisse, ça ne peut pas durer très longtemps, hein, comme ça. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. On l'avait dit, je crois, dans le débriefing précédent, McLaren laisse filtrer le fait qu'il discute un petit peu avec Mercedes pour être client. Ça ne peut pas durer très longtemps, même s'il y a un contrat de longue durée, un contrat, ça se casse. Et moi, je pense que là aussi, c'est Zak Brown qui est aux commandes maintenant de McLaren. Ça ne peut pas durer. Alors, peut-être cette saison, ça durera parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais si ça continue comme ça, on va sortir du contrat McLaren-Honda à la fin de la saison. C'est évident, évident. Bon, allez, je te propose de s'arrêter là, Jean-Luc, parce qu'on pourrait continuer encore pas mal. Hein, mais on aurait des choses à dire. Voilà. Tiens, une chose à dire, par exemple, c'est que Alonso, il a 35 ans. Il lui reste quoi? 2 ans de carrière, 3 ans de carrière. Là, il était lié par contrat. C'est bien pour ça qu'il n'en était pas sorti. Il avait postulé, on le sait maintenant, pour évidemment le baquet chez Mercedes. Moi, je pense que là, on ne peut pas laisser un talent de ce calibre-là dans cette situation-là. Donc, si ça perdure à la fin de la saison, c'est clair que là, le 3e titre, il va vouloir aller le chercher. Hein. Et là, ce sera un transfert à sensation, ça c'est sûr. À sensation, c'est le pilote le plus payé de la Formule 1, d'après ce qu'on sait. Plus de 35 millions de dollars à l'année. Bon, voilà, j'espère qu'on a été complet. J'espère que vous avez apprécié ce premier débriefing F1 régulier, on va dire, de la saison, même si nous en avions fait un la semaine dernière pour vous présenter la saison 2017. Voilà, tout est bien lancé avec cette victoire de Vettel qui, effectivement, nous met tout de suite un piment qu'on n'avait pas forcément eu ces dernières années. Non, c'est vrai. Merci Jean-Luc, merci à vous. Vous avez vu, il y a plein de nouveaux programmes aussi sur Motorsport TV, donc n'hésitez pas à nous suivre, évidemment, de tous les côtés, mais sur le web. On se retrouvera pour le prochain débriefing F1 avec grand après plaisir. la Chine. Merci Jean-Luc, salut à tous. Salut.